Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, c'est la première vidéo que je tourne de 2022 et je vais commencer par vous parler de ma lecture en cours qui est un roman dont on entend énormément parler. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis décidée à le lire, parce que je me suis dit c'est plus possible, je le vois partout, il faut que je le lise. Le tome 4 en fait est sorti, je crois que c'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler pour le moment. Il s'agit de la saga Un palais d'épines et de roses de je ne sais plus qui. Je vous mettrai de toute façon la couverture. Ce roman, je vous avoue que j'en attendais quand même beaucoup, parce que au vu du fait que ça plaît à tellement de gens, qu'on en entend vraiment parler énormément. Et en plus j'ai remarqué que ce livre avait plu à des booktubeuses que j'aime bien suivre. Je me suis dit que c'était vraiment un super roman, et en fait je suis extrêmement déçue de ce tome 1 et je vous avoue que je comprends mais vraiment pas pourquoi les gens s'emballent à ce point là pour cette saga. Déjà, je trouve que c'est pas bien écrit quoi. Enfin, le style est extrêmement pauvre, il n'y a pas de belles tournures de phrases ou quoi que ce soit, c'est vraiment très simple dans l'écriture. Il n'y a rien de transcendant en fait au niveau du style. Je trouve ça déjà un peu dommage. Après j'ai déjà apprécié des romans qui n'étaient pas écrits d'une façon exceptionnelle, mais bon voilà, là je m'attendais quand même à mieux au niveau de l'écriture, ou alors c'est la traduction qui est mal faite. Mais bon, j'ai l'impression que je dis souvent ça quand je lis des romans qui sont traduits de l'anglais. Je me dis que tous les traducteurs, c'est quand même pas à chaque fois la faute des traducteurs, donc je sais pas, voilà, moi je trouve que c'est pas écrit d'une façon merveilleuse, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard comme on dit. Mais d'un point de vue de l'histoire, parce que même si le style ne me plaît pas forcément, je peux apprécier un roman si l'histoire est vraiment très chouette. Mais au niveau de l'histoire, encore une fois, je vois pas ce qui plaît comme ça à autant de monde. Déjà au début quand ça a commencé, je me suis dit que c'était une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Ça ressemblait vraiment très fort à ça. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu une grande inspiration de ce conte là. Ensuite ça n'a plus rien à voir avec le conte de La Belle et la Bête. Donc je me dis que peut-être que pour commencer, l'héroïne s'est inspirée un peu de ça, et après elle a créé son propre monde. Donc du coup mon avis de ce point de vue là a un peu changé, parce qu'au début je vous avoue, je me suis dit oui en fait c'est encore un bazar vu et revu. Bon, c'est pas vraiment le cas, mon avis a un peu été modifié par rapport à ça. À savoir que j'ai pas terminé le roman, je crois que je suis à 70% de lecture, donc toutes les surprises sont encore possibles. Je trouve que l'histoire est franchement, c'est gnangnan quoi. L'histoire d'amour, elle est un peu puérile quand même, non? Enfin, je sais pas. L'héroïne a des réactions. Enfin, moi, j'aime pas forcément l'héroïne. Je la trouve pas. Je trouve que ses réactions sont bêtes, quoi. Mais vraiment bêtes. Il y a parfois, j'ai envie de lui foutre 2 claques et de lui dire, mais gamine, réfléchis 2 secondes. J'ai vraiment l'impression d'avoir affaire en fait à une adolescente en pleine crise d'hormones, qui n'en fait qu'à sa tête, qui n'en a rien à foutre de rien, et qui a un caractère de merde. Et je vous avoue que ça m'énerve. Elle m'énerve vraiment pas mal. Enfin, je vais peut-être vous résumer en fait d'abord, parce que je pars du principe que tout le monde connaît ce roman, mais en fait c'est certainement pas le cas. Donc la base, comme je vous l'ai dit, ça ressemble très fort au conte de La Belle et la Bête. On est dans un espèce de monde, vous avez le monde des mortels et le monde des immortels, qui sont en fait séparés par une espèce de mur invisible. Ils ne se mélangent pas les uns les autres. Et donc on va suivre Fer, qui est une jeune fille qui doit avoir 18-19 ans, un truc comme ça. Donc elle a 2 sœurs aînées et elle vit avec son père. Ils étaient riches, ils ont eu un grand malheur dans leur vie qui a fait que voilà, ils sont maintenant ruinés. Ils habitent une petite chaumière très insalubre. Ils n'ont pas à bouffer, c'est la merde. Et donc en fait Fer chasse du gibier qu'elle ramène à sa famille, et c'est leur seule source de nourriture. Donc tout repose sur les épaules de Fer, parce que ces 2 sœurs, elles en foutent pas une, hein, les 2 gonzesses, voilà, elle aussi elle mérite des claques. Elle mérite toutes tes claques, franchement. Donc notre amie Fer, qui est de ce point de vue là assez courageuse, chasse, et donc ce jour là elle chasse une biche, et au moment où elle veut en fait tirer une flèche dans la biche pour la tuer, elle repère un loup qui lui aussi est à l'affût de la biche.
Et donc à ce moment-là, elle a un dilemme. Qu'est-ce qu'elle fait? Si elle tue la biche, le loup va la voir et risque de la bouffer. Si elle tue le loup, il y a un risque que le loup soit un immortel, puisque les immortels peuvent se transformer en bêtes, etc. Et les mortels n'ont pas le droit de tuer les immortels. Il y a toute une série de conséquences qui découlent de ça. Bref, je vous la fais courte. Et donc finalement, Fer analyse un peu la situation. Elle juge que le loup n'est certainement pas un immortel parce qu'il est trop petit, machin, enfin bon bref. Elle se fait sa petite analyse dans sa tête. Elle tue le loup. Et donc du coup elle ramène la biche avec une peau de loup chez elle, blablabla, etc. Mais il se trouve que le loup était en fait, eh bel et bien, un immortel. Donc l'espèce de patron, non le grand seigneur en fait, c'est pas le patron. Oui, je suis en plein dans des réflexions liées à mon travail. Et donc du coup je suis en plein dans tout ce qui est patron, etc. Non, c'est le grand seigneur auquel appartient en fait l'immortel qu'elle a tué, débarque dans la chaumière de Fer et réclame sa vie en échange de celle de l'immortel, puisqu'en fait c'est ça dans le traité, voilà, si tu tues un immortel, voilà, tu dois donner ta vie en échange, enfin bref. Et donc c'est là que moi les choses commencent en fait à me titiller. Donc l'immortel débarque en principe il devrait tuer Fer, quoi, voilà, une vie pour une vie, voilà. Et en fait bah non, il dit bah voilà, tu vas venir avec moi et tu vas rester dans mon palais, dans je ne sais où, sur la cour du printemps, voilà. Et voilà. Et Fer, bah, comme une brave petite, elle va suivre, hein, bien, de toute façon elle n'a pas le choix, c'est ça où elle crève, donc elle le suit. Mais déjà là c'est le premier point moi qui me chiffonne, je me dis mais qu'est-ce qu'il en avait à foutre de la fille? Pourquoi est-ce qu'il l'a pas tuée en fait? Je comprends pas du tout le cheminement de pensée de cet immortel. Elle a quand même tué un de ses potes et lui, bah non en fait il veut pas la tuer. On nous donne une espèce d'explication par la suite, mais pour moi l'explication est pas du tout plausible. Après je me dis que peut-être il y a une autre raison que je ne connais pas encore. J'espère, parce que si il y en a pas, eh bien, je trouve ça très faible comme justification du fait qu'il n'ait pas tué Fer et qu'il la ramène chez lui. Parce qu'en plus il la ramène chez lui, mais la fille elle est gâtée quoi. Elle a tout ce qu'il lui faut pour manger, elle peut peindre, elle peut se promener tant qu'elle veut. Elle n'est pas vraiment prisonnière du château. Elle a vraiment une vie rêvée. Et en plus l'immortel va donner plein d'argent à sa famille pour que sa famille ne soit plus dans le besoin. Donc en fait, sa vie s'est grandement améliorée du fait qu'elle a tué cet immortel. C'est pas du tout logique, il y a vraiment un grand illogisme là-dedans. Mais je vous dis, il y a peut-être une raison cachée que je connais pas encore et que je vais apprendre par la suite, je l'espère, parce que sinon, je trouve ça pas plausible et hyper faible comme justificatif. Du coup, comme on s'en doute quand même assez rapidement, au début Fer n'aime pas du tout Tamlin, donc Tamlin l'immortel, elle le déteste, tout ça, elle finit par apprendre à le connaître, la belle et la bête, tu vois. Elle apprend à le connaître et elle finit par l'apprécier, par en tomber amoureuse, blablabla, il y a bisous et tout ce qui s'ensuit, hein. Enfin, tu le vois arriver à des kilomètres quoi, le truc. Mais je trouve que la façon dont la relation amoureuse voilà, arrive, c'est hyper gnangnan, c'est très prévisible, c'est rien de nouveau, c'est déjà vu et revu encore et encore. Moi j'ai trouvé ça, il y a même des scènes qui me mettaient mal à l'aise, j'étais gênée en fait pour les héros de l'histoire. Franchement je me sentais gênée parce que je trouvais ça hyper gênant enfin, dans ce qui se disait. Et donc là voilà, mon avis en fait ne s'améliore pas au fur et à mesure que je lis, hein. Je trouve vraiment que les réactions de Fer sont très stupides. À un moment donné encore voilà dans l'histoire que il y a une espèce de grande fête qui est donnée donc au palais et Tamlin donc lui dit qu'elle doit rester absolument dans sa chambre parce que c'est dangereux. Mais évidemment il va pas lui expliquer pourquoi, parce que voilà, il faut attiser du mystère. Donc elle ne sait pas pourquoi, ça aurait été tellement plus simple qu'ils lui disent voilà ce qui va se passer, reste dans ta chambre ma grande, parce que tu risques de crever ou que si ou que ça. Non, il dit juste que ça risque d'être dangereux mais il explique pas pourquoi. Fer, étant donné que c'est une grosse gamine qui n'en fait qu'à sa tête, elle se dit je vois pas ce qu'il y a de dangereux moi, donc je vais aller faire un petit tour à la fête.
J'ai envie de lui foutre des claques. Elle est dans un pays d'immortels où il y a plein de dangers. Et tu les vois avant cette scène-là. Il y a plein de dangers parce qu'elle se promène un moment dans la forêt, etc. Il y a des créatures très ténébreuses et tout. Enfin, elle manque de crever à plusieurs reprises. C'est dangereux, elle le sait, elle le voit. Bah non, là en fait, voilà, pour elle, bah non, elle voit pas ce qu'il y a de dangereux. Donc elle va aller foutre son nez dans cette putain de fête pour voir ce qui s'y passe. Quand je vous dis que le style est faible, j'ai deux exemples que j'ai notés, il y en a d'autres mais j'ai noté ceux qui m'ont vraiment le plus fait lever les yeux au ciel. À un moment donné, elle dit, enfin elle pense parce qu'on est dans la tête de fer en fait, hein, mais avant d'entrer dans l'eau, je regardais à la dérobée son large poitrail, ses bras aux muscles saillants, blablabla, son large poitrail. Quand tu vois un mec torse nu, est-ce que vraiment tu penses dans ta tête qu'il a un poitrail large? Un poitrail. Je trouve que cette traduction est vraiment laide, mais vraiment, je sais pas comment ça se fait que c'est possible de mettre ça dans une traduction. Tu dis un poitrail pour un animal, mais pas pour un être humain. Donc c'est, enfin voilà, je trouve ça tellement moche. Et une autre phrase à un moment donné dans un dialogue, le mec lui dit « Vous êtes ravissante », murmura-t-il. Et la douceur de sa voix me donna envie de ronronner. Elle a envie de ronronner quand elle l'entend lui dire ça. Enfin voilà, moi ce genre de phrase, je vous jure, ça me met mal à l'aise en fait quand je lis ça. Ça me fait un peu penser, tu sais, aux petites histoires que tu écris quand tu as 14 ans, quand tu es fort jeune et que voilà, tu utilises des formulations de phrases un peu gnangnan, du vocabulaire très à fleur bleue. Mais ça me donne l'impression de ça en fait, ça lui donne envie de ronronner. En fait j'imaginais mon chat faire qui devient bon chat et qui ronronne, voilà, qui fait des... tu sais, qui se frotte contre la main ou contre le visage de l'immortel, enfin bon bref. Voilà, je trouve ça dérangeant comme formulation. Je m'attendais pas du tout à ça en fait en lisant ce roman, vraiment pas. Je trouve ça... je suis très déçue pour le moment. Après j'ai lu que apparemment le tome 2 était beaucoup mieux. Je sais pas si je vais lire le tome 2, franchement je crois que ça va dépendre de la fin ici du tome 1. Après l'univers est bien exploité, il y a plein de... Ouais, c'est très imaginatif, c'est assez chouette quoi. Je crois que ce qui me dérange c'est le fait que l'histoire soit très immature et que j'ai l'impression que c'est adressé à un public hyper jeune, genre 14-16 ans, malgré qu'il y a une scène de sexe et donc cette scène en fait n'est pas, je trouve, en adéquation avec le style de l'histoire, le vocabulaire utilisé. Je trouve qu'il y a un décalage. Je suis pas très convaincue. J'ai vu aussi que le tome 4 qui venait de sortir était par contre lui réservé à un public de plus de 18 ans. Donc là franchement c'est hyper soft hein. Ouais, t'as une scène de sexe mais c'est pas non plus... Enfin voilà, voilà, ça va quoi hein. C'est pas non plus érotique de fou. Donc je me dis, du tome 1, elle passe quand même au tome 4 à des trucs apparemment un peu hard, je sais pas. Je ne sais pas si je vais savoir à un moment donné. Est-ce que je vais arriver jusque là? J'en sais rien. En tout cas, j'hésitais en fait à l'acheter en papier à la base parce que je pensais que j'allais vraiment aimer. Et il coûtait quand même 20 balles et j'avais pas envie de mettre 20 balles dans ce roman. Donc du coup je l'ai acheté en numérique à 8 euros, je crois que c'était 7,99 € et je suis bien contente parce que franchement ça m'aurait vraiment saoulé de mettre 20 euros dans ce roman. Donc voilà, j'ai vu que le tome 2 était aussi à 7,99 €, c'est pour ça que je vais peut-être le lire aussi, je sais pas trop. Maintenant je viens de vérifier et en fait le tome 2 coûte 15,99 € en numérique. Clairement je vais pas du tout mettre ce prix là pour ce roman, non ça c'est exclu. C'est super cher, pourtant j'avais vu que c'était pas ce prix là. J'ai l'impression qu'ils l'ont augmenté, j'ai vraiment la sensation qu'ils l'ont augmenté. Parce que quand j'avais regardé, c'était pas ce prix là. Ouais, ils l'ont augmenté. Oh, quelle bande de bâtards. Franchement, je vous jure, cette bande, c'est des bâtards. C'est quoi cette affaire? Le tome 1... Ah ouais, le tome 1 coûte maintenant 13,99 € en numérique. Je l'ai payé 7,99 € il y a 2 semaines. Oh, quelle bande de bâtards, ils ont augmenté les prix. Franchement, 14 € pour du numérique pour ça. Bah non, clairement pas. 16 € le tome 2, sûrement pas. 16 € le tome 3 et le tome 4, 16 € aussi. Non, je vais pas mettre ce prix là pour la suite, franchement pas. Ah merde, j'aurais dû l'acheter quand... J'aurais dû acheter le tome 2 en fait directement, mais je pensais qu'ils allaient laisser le prix. En fait non, ils ont augmenté.
La maison d'édition, c'est de la Martinière Jeunesse. Eh ben, excusez-moi de vous le dire, mais vous êtes vraiment des gros bâtards. Parce que clairement, les prix là, c'est exagéré. En plus, pourquoi cette augmentation? Bon, ben voilà, je pense que c'est du coup, je vous referai un petit point quand j'aurai terminé. Mais je pense que mon avis ne va pas changer. Et je ne crois pas que je lirai le tome 2 parce que je mettrai pas ce prix là pour un livre en numérique qui ne me plaît quasiment pas. Donc voilà. Si vous avez lu ce roman, je serais curieuse d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous avez aimé en fait dans ce roman? Vraiment, qu'est-ce qui vous a plu, qui a fait que c'est peut-être un coup de cœur pour vous? Parce qu'il y a tellement de gens qui l'ont dans leur coup de cœur que franchement là, moi je ne comprends pas. J'aimerais comprendre. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Je voulais vous montrer aussi les petits achats que j'ai fait chez Maison du Monde. Donc je suis allée faire les soldes là-bas. Et j'ai trouvé énormément de choses, de très très chouettes choses. Il y avait beaucoup de soldes, j'ai trouvé cette année-ci. J'y suis allée tout au début hein, et franchement j'étais très étonnée. Donc j'ai acheté ça que j'ai dû payer, je me demande si c'était pas 10 €. Je crois qu'à la base il coûtait une vingtaine d'euros. Il est quand même grand hein, franchement c'est quand même grand. La matière c'est, je sais pas ce que c'est, la terre cuite, j'en sais rien. Je sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé ça très joli. Je trouvais que c'était original et comme j'ai viré toute la déco de Noël, ben voilà, je trouvais ça très sympa. J'ai pris ça aussi, c'est un sablier, donc vous pouvez le retirer et évidemment ben, le retourner. Je crois que celui-là m'a coûté 11 €, je pense que c'était 22 € à la base, et voilà, il est quand même assez grand. Je sais pas vous dire combien de minutes il fait, mais voilà, je trouvais que c'était très très sympa. J'étais vraiment contente de trouver ça. J'ai trouvé cette très chouette horloge que j'ai payé 15 €. Elle était normalement à 30 € et là je l'ai payé 15 € et franchement j'en suis trop contente. Elle est super belle, elle est grande aussi. Je vais essayer de vous montrer une vue d'ensemble. Elle est quand même vachement grande, elle est, enfin voilà, je suis trop contente. Il me fallait une nouvelle horloge parce que celle que j'avais achetée chez Action ne fonctionne plus. Voilà, j'en ai acheté deux comme ça chez Action, les deux ne fonctionnent plus. C'est le moteur qui, voilà, ça ne va plus. C'est vraiment de la merde. N'achetez pas ces horloges, mais celle-ci elle est très chouette. Et puis j'ai pris ça. Donc c'est un espèce de pêle-mêle, je l'ai payé 4,50 €. Donc voilà, il est fourni avec des petites pinces à linge. Donc il y en a 6 de pinces à linge. Et voilà, je trouve ça assez sympa, j'aime beaucoup. J'ai pris des nouvelles tasses qui n'étaient par contre pas en solde, mais j'ai viré mes tasses de Noël. J'en ai juste laissé encore quelques-unes, genre celle-ci, celle-là et celle-là, qui font pas trop Noël mais qui font hiver. Et donc du coup j'ai pris celle-ci. Voilà, en fait je la voulais déjà depuis longtemps, mais quand j'avais été chez Maison du Monde au mois de décembre, je l'avais pas trouvée. Du coup j'ai pris, elle fait un peu automne, mais je l'aimais tellement que voilà, j'ai pris celle-là. J'ai également acheté cette tasse, donc elle est mouillée parce qu'en fait je viens de la laver. Il est marqué Pipelette dessus, donc j'aime beaucoup. Elle est dans un ton un peu vieux rose, un peu plus foncé que ce que vous voyez à la caméra. Et c'était la dernière dans le rayon, il n'y en avait plus, en fait elle était même plus dans le rayon, elle était exposée sur une table et en fait je l'ai piquée et je me suis dit zut, j'avais trop envie de la voir. J'en ai déjà une dans le même style, je vous l'avais déjà montré, c'est celle-ci où il est marqué Bichette et voilà, en fait c'est juste que l'autre est un peu plus clair. J'ai également acheté cette magnifique tasse, elle est bleu ciel, je me demande si elle n'est pas faite à la main, je sais pas trop, je crois qu'elle a coûté 8 €, celle-là un peu plus chère. Elle est vraiment hyper belle, elle a une forme trop chouette, elle est épaisse, elle est lourde, elle est de très bonne qualité. Voilà, après je la mets derrière parce que je trouve que c'est un ton qui est plus estival, plus été. Donc du coup j'ai pas forcément envie de la mettre en première ligne. Mais voilà, je l'ai déjà achetée parce que je la trouvais vraiment sympa. J'ai également acheté cette tasse, donc elle est sale parce que là je viens de boire un café dedans, qui est plus petite que les autres, mais je la trouvais trop sympa. Et en fait moi j'adore cette forme de tasse avec les bords un peu incurvés, c'est ma forme de tasse préférée. Elle est dans les tons un peu taupe, je trouve que la caméra rend pas forcément bien les couleurs, mais voilà, je la trouvais très sympa. Elle coûtait vraiment pas cher et voilà, à l'intérieur ben voilà, c'est tout blanc. Et puis finalement la dernière tasse que j'ai achetée, c'est celle-ci que je n'affiche pas encore parce que c'est une tasse d'été. Donc elle est comme ça de ce côté-ci avec un arc-en-ciel et de l'autre côté elle est comme ça, donc il est marqué Rainbow Vibes. Et en fait je l'ai prise parce qu'elle était à moitié prix, voilà, elle était en solde celle-ci, donc du coup j'ai pas eu envie de la laisser passer. Je l'ai prise mais je n'utilise pas maintenant puisque c'est une tasse d'été, donc elle ira dans ma petite étagère à mug une fois que ce sera l'été, voilà.
J'en profite aussi pour vous montrer ma dernière réception livre. Il s'agit de ce roman de la communauté des esprits. C'est le livre 2, ça fait partie donc de la trilogie de la poussière. Et donc c'est écrit par Philippe Pullman. Alors j'ai le tome 2, je n'ai pas lu le tome 1. Pourquoi est-ce que j'ai ce livre? En fait je ne l'ai pas payé, je l'ai reçu gratuitement de la part du site Babelio. Je dois lire le roman sous un mois et ensuite publier une critique, une chronique sur le site Babelio. Quand en fait on me l'a proposé parce que c'était vraiment sur invitation. Moi je participe quand même pas mal sur le site Babelio, donc du coup j'ai de temps en temps ce genre d'invitation qui est je trouve très sympa. Elle est vraiment jolie, la couverture je la trouve très très sympa. Et donc quand ils m'ont proposé ça, j'ai tout de suite accepté parce qu'en fait la trilogie de la Croisée des Mondes fait partie en fait de mes livres favoris de tous les temps. La trilogie de la Croisée des Mondes donc, qui est écrite par Philippe Pullman. Et en fait ce roman-ci se passe 7 ans après la fin du dernier tome de la Croisée des Mondes. C'est le tome 2, donc je n'ai pas lu le tome 1, mais je crois que ça ne posera pas de problème parce qu'en fait le tome 1 se passe avant la trilogie de la Croisée des Mondes, tandis que le tome 2 se passe 7 ans après. Donc je me suis dit que le fait que je n'ai pas lu le tome 1, ce n'est pas très grave, surtout qu'ici on va retrouver Lyra, donc l'héroïne de la Croisée des Mondes. Et c'est ça en fait qui m'intéressait beaucoup parce que là apparemment donc elle a 20 ans. Et en fait voilà, ça m'intéresse trop. Et pour tout vous avouer, quand je suis tombée enceinte de mon fils, avant de savoir si c'était un garçon, évidemment on avait déjà réfléchi à un prénom de fille et on n'a pas dû réfléchir longtemps en fait. Ça a pris je crois 5 minutes. On s'était décidé pour Lyra, donc si mon fils avait été une fille, il se serait appelé Lyra comme héroïne de ce roman parce que mon ex-mari était aussi très très fan de la trilogie. Et je savais pas que Philippe Pullman avait décidé d'écrire une espèce de suite ou en tout cas un préquel et apparemment là donc une suite. Après c'est un gros bébé hein. Là vous en avez pour... il y a combien de pages? Il y a 758 pages, donc je pense que je vais mettre un mois pour le lire parce que moi je lis pas vite, surtout pour le moment je lis hyper lentement. Il va falloir que je vais me dépêcher de terminer là un palais d'épines et de roses pour me lancer dans celui-là parce que j'ai que un mois pour mettre la critique et donc il faut vraiment que je me dépêche. Et si vous vous demandez la Croisée des Mondes, en fait voilà, ça ce sont les 3 tomes si vous connaissez pas. C'est de la fantaisie, hein, vraiment de la fantaisie pure, mais c'est génial, c'est tellement bien écrit. Alors par rapport de un palais d'épines et de roses, c'est pas le même niveau, hein. Clairement pas. Ici c'est bien écrit, hein. Voilà. Si vous aimez les belles phrases, le beau vocabulaire, tout ça, il écrit bien, hein, Philippe Pullman, il écrit vraiment très très bien. Après c'est pas toujours facile à comprendre. Je me souviens que quand j'avais lu la Croisée des Mondes, il y a certaines notions, j'avais un peu du mal, hein. C'était pas évident, c'était pas très clair dans la compréhension. Je vous avoue que j'ai lu ça il y a... je sais pas, il y a peut-être 15 ans que j'ai lu... Non, il n'y a pas 15 ans. Si. Ah, si, à mon avis, il y a bien 14 ans. Ouais, 13-14 ans que j'ai lu La Croisée des Mondes. Je me souviens plus du tout. Vraiment très très peu. Et donc du coup, j'espère que je vais réussir à comprendre cette histoire-là parce que vous avez des notions qui sont très scientifiques, mais scientifiques inventées. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais tout n'est pas facilement compréhensible je trouve dans ces écrits. Donc on verra bien. En tout cas voilà, je suis contente d'avoir reçu ce roman. C'est publié chez Folio Junior si jamais. Voilà, je pense que je vais clôturer cette petite vidéo ici, ce petit point lecture. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le tome 1 de la saga Un palais d'épines et de roses. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas? Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez aimé dans ce roman. Vraiment, ça m'interroge. Je m'interroge vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!